ultra passionnant pour notre dernière conférence. On va parler d'intelligence artificielle. Alors, il est directeur conseil expert en intelligence artificielle chez CGI avec 15 ans d'expérience dans l'innovation. Notre expert va vous éclairer sur l'intelligence artificielle. Est-ce que l'IA métamorphose-t-elle les cultures organisationnelles en convergeant vers l'hyper-agilité? Peut-être pas toutes les réponses dans les 50 prochaines minutes, mais plusieurs, assurément. Je vous invite à accueillir chaleureusement M. Guillaume Brincin. Merci. Eh bien, bonjour à tous. Je suis bien content de clôturer cet magnifique événement qu'est l'Agile Tour. J'espère qu'il vous reste encore un petit peu d'énergie pour appréhender tous les beaux concepts que je vais vous amener dans les prochaines minutes. Donc, comment l'IA métamorphosera-t-elle les cultures organisationnelles en convergeant l'hyperagilité? Donc déjà, le titre demande beaucoup de concentration. Mais vous allez voir, on va détailler tout ça très, très facilement. Donc, je suis Guillaume Brincin, comme l'a dit la présentation. Je suis directeur conseil expert en intelligence artificielle et technologie immersive. Et les 4 gros concepts qu'on va aborder aujourd'hui sont donc qu'est-ce que l'hyperagilité? Je pense que vous êtes beaucoup ici à vous poser la question. Comment l'intelligence artificielle est un catalyseur de l'agilité? Quels vont être, ou quels sont déjà les impacts de l'intelligence artificielle dans nos organisations? Et enfin, comment allons-nous créer de la valeur par l'utilisation des outils d'intelligence artificielle? Donc, avant toute chose, on est dans une conférence d'agilité, on va parler d'intelligence artificielle. La première chose à faire, c'est d'être sûr qu'on parle le même langage, qu'on a la même vision par rapport à l'intelligence artificielle. Je ne vais pas vous faire un cours d'1 heure là-dessus, on va faire ça très rapidement. Donc, juste se mettre d'accord que l'intelligence artificielle, ce n'est pas nouveau. C'est une technologie qui a quasiment une vingtaine d'années maintenant, avec le machine learning, le deep learning, et là, dernièrement, tout ce qui est generative AI. Pourquoi on en parle autant aujourd'hui? C'est surtout grâce à la fameuse révolution de novembre 2022, où ChatGPT est apparu, et tout le monde s'est rendu compte que l'intelligence artificielle, finalement, c'était bien plus avancé que ce qu'on pensait. Et quand je donnais des conférences en novembre 2022 pour expliquer ce qui se passait, on avait trouvé une image qui était assez saisissante, c'était l'IA, à ce moment-là, c'est comme un beau-frère, c'est-à-dire que ça a une réponse à tout, mais dans le doute, on va vérifier ce qu'il nous dit. Donc ça, c'était l'état de l'IA en 2022. Et aujourd'hui, en octobre 2024, avec des moteurs de Generative AI qui sont maintenant multimodaux, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir prendre en entrée aussi bien des PDF, des vidéos, des sons, à peu près toutes sortes de médias. Maintenant, on dit l'IA, c'est comme un stagiaire, c'est-à-dire qu'il va pouvoir nous aider, il va pouvoir créer de la valeur, mais on va quand même être là en support pour vérifier que ce qui a été généré est conforme à nos attentes. Une des choses qui est également super importante quand on parle d'IA, c'est qu'on partage une vision, en tout cas une représentation de ce qu'est l'intelligence artificielle. On a tous une représentation propre, suite à cause de notre culture, à cause de ce qu'on a vu. Et souvent, quand je parle à des partenaires ou des clients, suivant leur appréhension ou leur compréhension de l'IA, chacun a une image mentale. Donc pour beaucoup, l'image mentale, c'est celle-ci. Assez menaçante, on ne sait pas trop ce que ça va devenir. Est-ce que l'humanité est en danger? Pour les plus anciens d'entre vous, ce serait peut-être ça, la vision qu'on a. Pour d'autres, quand on lit les prompts, on va entendre la douce voix de Scarlett Johansson par rapport au film Her, par exemple. Et si on demande à l'IA elle-même comment elle se représente, vous aurez toujours ce genre de représentation mi-humaine, mi-technologique. Donc chacun a sa vision, et on va voir que c'est important qu'on converge justement vers une vision unique pour favoriser justement l'adoption de ces outils. On va aller tout de suite dans le vif du sujet. Comme on disait, on est sur une conférence d'agilité, donc on va aborder le terme de l'hyperagilité et comment ce terme, ce concept, est en fait l'évolution naturelle de l'agilité. Donc l'hyperagilité, c'est un concept, il n'y a pas de choses vraiment formalisées, c'est un concept qui a été élaboré en début 2020, et l'idée c'était d'essayer de voir comment on pouvait pousser l'agilité plus loin, quelle était l'étape suivante. Donc les préceptes qui ont été mis en avant sont une adaptabilité extrême, une gouvernance décentralisée, c'est-à-dire la capacité des équipes à décider par elles-mêmes, et également une culture d'expérimentation poussée
au maximum avec de l'innovation continue et un encouragement perpétuel à la créativité dans nos équipes. Donc aujourd'hui, il y a quelques entreprises qui sont considérées hyper agiles, même si au final, c'est plutôt une façon pour elles de tendre vers cette agilité. Donc c'est les prémices pour atteindre ces concepts-là. Donc il y a Haier, qui est une société chinoise qui, elle, a une structure en micro-entreprise. Chacune des équipes sont complètement autonomes avec leur budget et leur capacité à décider, ce qui leur permet de s'adapter rapidement aux changements du marché. On a également Spotify qui démultiplie les entités, squads, tribes, chapters, guilds, tout ça comme objectif d'avoir une flexibilité maximale et une innovation continue. Et enfin, Amazon qui, elle, a son principe du day one, c'est-à-dire que l'entreprise doit se comporter toujours comme si elle venait d'être créée, donc avec une écoute du marché, une écoute des clients qui soit également poussée à l'extrême. Donc ça, c'était les principes de l'hyperagilité tels qu'on le connaît maintenant depuis 4-5 ans. Mais le fait que depuis 2022, les outils d'intelligence artificielle soient arrivés, ça change un peu la donne. Parce que ces outils-là, en fait, catalysent l'hyperagilité et au final, sont un moyen d'atteindre justement cette définition d'hyperagilité. Puisque les outils d'intelligence artificielle optimisent les tâches, améliorent l'atteinte de livraison de valeur. On a également maintenant des modèles d'intelligence artificielle qui sont évolutifs et adaptatifs. Et on met en place de nouveaux procédés et des processus via l'expérimentation. Donc vous voyez qu'on répond quasiment point à point à la définition d'hyperagilité. Donc concrètement, comment ça se passe? L'hyperagilité, on pourrait dire qu'au final, c'est l'agilité augmentée par l'utilisation d'outils d'intelligence artificielle. Donc sur différentes thématiques, j'en ai choisi quelques-unes qui sont les plus parlantes, notamment sur la prise de décision. On aurait une prise de décision totalement autonome avec justement l'appui de l'intelligence artificielle qui viendrait soutenir ou valider les prises de décision au sein des équipes. On a également la portée des changements qui permettrait d'avoir une flexibilité illimitée et de s'adapter aux changements futurs. Le vrai terme très important à retenir justement sur l'utilisation de l'IA dans nos équipes, c'est la capacité à prédire. On a également tout ce qui est structure d'équipe, où là on aurait une capacité d'avoir des réseaux d'équipes totalement autonomes qui soient pilotés par l'IA. C'est l'IA qui nous aiderait à décider quelles ressources et quel membre doit aller dans quelle équipe en fonction du contexte et également du contexte à venir. On a également l'amélioration de l'apprentissage avec des formations personnalisées. L'évolutivité massive, via l'expansion organisationnelle et enfin, l'un des éléments les plus importants, la gestion des risques, où les risques sont maintenant anticipés et atténués grâce, comme je l'ai dit, à des modèles prédictifs. Donc là, on était plus dans la projection. Maintenant, voyons ce qu'on est capable de faire aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on intègre déjà des outils IA dans nos processus agiles. Donc je vous ai donné quelques exemples. Ces exemples-là, ces exemples d'applications ne sont pas tous liés. On peut les utiliser de façon modulaire. On peut en faire un, mais pas les autres. Donc concrètement, l'un des premiers points, c'est au niveau de la planification et des estimations. On utilise aujourd'hui les outils IA pour l'évaluation des story points et le calcul des vélocités. On s'est rendu compte que l'utilisation... on sait tous que dans l'agilité, notre objectif, c'est de grandir et puis de se dépasser de sprint à sprint. On s'est rendu compte qu'à l'usage, les gens restent plus ou moins dans une zone de confort. Et l'utilisation des outils IA permet de justement relancer, de rechallenger nos équipes en disant l'IA t'a dit que tu pouvais livrer plus, est-ce que tu es capable? Et dans ces cas-là, on fait grandir également nos équipes, ce qui permet de relancer la motivation au sein de notre projet. On utilise également l'IA aujourd'hui pour l'optimisation des backlogs via justement l'analyse de la valeur commerciale, des efforts requis, des dépendances et des risques. L'amélioration au niveau QA, bien sûr. Je pense que beaucoup d'entre vous ont ce genre d'application en tête, c'est-à-dire la mise en place de tests automatisés, des tests prédictifs et également une gestion automatisée de la dette. On utilise également les outils IA pour l'organisation des cérémonies. Petit exemple, on fournit aujourd'hui des modèles Kanban à une intelligence artificielle comme ChatGPT ou Claude,
et il va nous donner justement l'organisation de la cérémonie en fonction des blocages, des discussions prioritaires, et il va allouer le temps, donc ça nous permet de mieux s'organiser. On a également les aspects d'onboarding. Un nouveau membre peut avoir accès à des outils de chatbot qui, lui, est branché sur l'ensemble de la connaissance du projet. Donc le nouveau membre a la capacité de poser toutes les questions qu'il souhaite et faire un onboarding beaucoup plus rapide. Et enfin, la finalité, la personnalisation des cadres eux-mêmes. C'est-à-dire qu'on va analyser les métriques au fur et à mesure du temps et on va modifier les cadres avec une adaptation personnalisée en fonction de comment se passe le projet, comment le taux émotionnel des membres. Bref, toutes ces variables-là sont prises en compte pour améliorer. Donc vous allez me dire, OK, très bien, on utilise l'IA, mais concrètement, vous, comment vous pouvez le faire quasiment demain? Alors il y a 3 méthodes, de la plus simple à la plus complexe. La première, c'est d'utiliser des modules qui sont déjà intégrés. Donc il y a maintenant des solutions comme Jira, Jenkins, GitHub, Miro, qui intègrent des modules d'intelligence artificielle qui vous permettent d'expérimenter ces outils directement dans vos processus agiles. La méthode un peu plus évoluée, c'est d'aller utiliser des modèles d'IA généralistes comme Mistral, Claude, Llama, ChatGPT, et vous allez en rentrer toutes les informations sous la forme de prompts. Donc les prompts, c'est l'invite de commande dans lequel on va rentrer toutes les informations qui permet à l'IA de nous donner un résultat. Donc il y a le prompt tout simple où on va juste écrire quelques lignes de texte, mais on peut écrire des prompts beaucoup plus complexes en ajoutant des rôles, des critères, des conditions. Et grâce à l'ensemble de ces données-là, on arrive à forger l'IA pour répondre à une problématique donnée. Dernière capacité, si jamais l'étape précédente n'est pas suffisante, on peut passer à un raffinement, c'est-à-dire qu'on va sélectionner un ensemble de données, qu'on va donner en apprentissage à un modèle pour le forger vraiment à la tâche qu'on souhaite lui faire faire. Donc tout ça, c'est des choses que vous pouvez faire dès demain grâce à des outils qui sont maintenant open source. Donc je vous invite forcément à expérimenter ces choses-là. Donc là, on était dans le réel, donc des choses qu'on fait aujourd'hui. Rêvons un petit peu et projetons-nous sur qu'est-ce qui peut nous arriver dans un avenir pas si lointain. Donc quand je dis pas si lointain, les dernières estimations, c'est 2027, donc c'est dans 2 ans. Ce serait l'arrivée de l'intelligence artificielle générale, avec son petit nom AGI, qui, elle, serait capable de résoudre des problèmes complexes et variés, d'apprendre de manière autonome, de planifier et de raisonner de façon abstraite, et de s'adapter aux nouvelles situations sans programmation spécifique. Donc on l'a dit en préambule, on avait le beau-frère, on a le stagiaire, on aura l'expert. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle se présentera comme un membre à part entière de notre équipe. Donc si on regarde rapidement les différentes zones dans lesquelles cette intelligence, cette AGI pourrait intervenir, donc forcément, comme c'est un nouveau membre, il faut l'intégrer dans l'équipe. À la différence près que lui a la capacité de dépasser nos capacités humaines, c'est-à-dire qu'il a une compréhension profonde de tout ce qui se passe, que ce soit au niveau du projet, mais au niveau du marché, au niveau des besoins, au niveau du client. Bref, il a une vision complète de ce qui se passe. On le voit potentiellement comme une aide au Scrum Master, justement sur tous ces aspects d'analyse et de fournir des éléments qui permettront à tous d'être plus efficaces. Encore une fois, la planification, sauf que là, on est sur des estimations en temps réel, avec des prévisions des risques holistiques à très grande ampleur. Au niveau du développement, on envisage qu'on aurait des couples AGI humains qui se challengeraient l'un et l'autre pour justement améliorer nos capacités de production, et des tests prédictifs encore plus évolués. De même, la gestion du backlog serait automatique et prédictive. Et donc j'ai mis la facilitation cognitive, c'est notamment pour la résolution de conflits. On estime que l'AGI serait peut-être même meilleure que les humains pour régler des conflits humains, aussi étonnant que cela puisse paraître. Et enfin, l'adaptation du framework qui, elle, serait complète et globale, c'est-à-dire qu'on aurait, un peu comme on fait aujourd'hui en conférence, on vient ici pour échanger sur nos retours d'expérience, sauf que là, l'AGI serait capable de le faire toute seule, en temps réel, avec tout le monde. Donc on aurait une évolution ultra rapide de nos méthodes de travail. Donc j'ai dit, on utilise déjà aujourd'hui des outils d'intelligence artificielle dans nos processus agiles.
et ça a des impacts sur notre culture d'entreprise. Donc, comme on dit, nouveaux outils, nouveaux enjeux. On en a distingué plusieurs qu'on va partager, qu'on va analyser aujourd'hui. Donc, notamment l'augmentation de l'incertitude, l'accélération de l'obsolescence, la culture du compromis, le respect de l'éthique et comment on démystifie la magie de l'IA. Donc, au niveau de l'incertitude, on a compris maintenant que l'incertitude est une composante indissociable de l'IA de par son fonctionnement. En effet, une IA est basée sur un apprentissage. Cet apprentissage se fait sur des données. Ces données sont imparfaites ou incomplètes. Donc on ne peut pas s'attendre à avoir des résultats parfaits puisque les informations en entrée ne le sont pas. S'ajoute à cela, en plus, des limitations au niveau de l'algorithme en lui-même de l'IA, ce qui fait que lorsqu'on demande des générations aujourd'hui, on arrive sur des résultats qui présentent des biais potentiels. Donc aussi bien au niveau, donc ça peut être carrément faux, ça peut être inexact, et avec toute la variance, toutes les variances qu'il y a entre ces deux éléments. Un des éléments qui est, par exemple, très troublant, c'est la variabilité des résultats. Admettons, j'ai deux clients, je suis censé leur faire une planification financière. Les deux clients ont le même profil financier. Je les donne à notre outil IA, et en résultat, je ne suis pas sûr d'avoir le même résultat, justement. Donc c'est vraiment problématique sur certains pans de l'industrie, donc les assurances et les banques. Donc on a forcément des moyens pour contrôler tout ça, mais on voit qu'on n'est pas encore à cette étape-là où on peut laisser l'IA complètement autonome. Il y a une nécessité de contrôle. On a également des problématiques de déviation au cours du temps, c'est-à-dire que l'IA apprend d'elle-même au fur et à mesure qu'on l'utilise. Donc aussi bien un résultat pourra être bon à l'instant T, si on revient 6 mois plus tard, puisqu'on l'aura utilisé pendant ce temps-là, si ça se trouve 6 mois plus tard, le résultat ne sera plus bon. On a également une problématique au niveau du temps. L'IA nous force à être très réactifs et s'adapter très rapidement. Je vous ai mis ici la timeline de l'évolution d'un moteur de génération qui est Midjourney. Donc on voit qu'on est sur des cycles de 2 à 3 mois d'une version à l'autre avec des bons technologiques qui sont quand même non négligeables. Avec notamment, je voulais juste vous le mettre en exemple, entre la version 5 et la version 6, donc entre mars et décembre 2023, on a eu une refonte complète du système de prompt. Donc on s'était habitué à une certaine manière jusqu'à la V5, et là ils ont dit non, on remet tout à plat et on modifie tout à la V6. Donc vous voyez qu'il y a une évolution très rapide des techniques, avec une notion de temporalité qui est vraiment très forte. Ça se traduit au niveau des investissements. Il faut qu'on soit prêt à se dire que si j'investis dans une solution, potentiellement cette solution sera complètement obsolète dans 3 mois. De même pour les outils de formation, je vous l'ai dit, là, Midjourney a changé complètement ses méthodologies d'une version à l'autre, c'est-à-dire que tous les outils de formation a été bon à mettre à la poubelle, puisqu'il fallait revoir intégralement la méthode pour former nos personnes. Les outils en eux-mêmes sont voués à changer au cours du temps. Et enfin, il faut prendre en compte donc, cette notion de temporalité, elle est au niveau des modèles IA également. Je ne sais pas si vous savez, mais par exemple, ChatGPT, si vous l'utilisez aujourd'hui, ces données d'apprentissage, si je ne m'abuse, s'arrêtent en mars 2024. Donc toutes les questions que vous poserez sur l'actualité entre mars 2024 et aujourd'hui, il n'est pas capable de le savoir parce qu'il n'a pas appris. Et ça donne lieu à des discussions assez intéressantes lorsqu'on est en projet. Dernièrement, donc une anecdote, on avait 2 équipes, une utilisait l'IA, l'autre non, et on a eu un débat parce qu'on a eu des réponses différentes à un problème. L'équipe qui utilisait ChatGPT était persuadée que la réponse que l'IA lui donnait était la bonne, et l'équipe d'experts en avait une autre. Et au final, les deux avaient raison, à la différence près que le ChatGPT donnait une réponse pour un framework qui était plus ancien que celui qu'on utilisait dans le projet. Donc encore une fois, bien comprendre comment fonctionne l'IA pour justement moduler et avoir un esprit critique sur le type de résultat qu'elle peut fournir. On a vu également donc, sur l'utilisation des outils IA qu'on a un certain phénomène de lassitude ou de frustration quand on n'arrive pas à avoir le résultat attendu. Donc une des solutions, c'est l'abandon, c'est-à-dire j'ai passé plusieurs heures à essayer de générer quelque chose, à générer un graphique, à générer des données, ça ne fonctionne pas, donc
j'arrête purement et simplement. Et là, on est face à une perte de performance, puisque tout le temps que j'ai investi, je n'ai pas créé de valeur pendant ce temps-là. Alors, il y a l'autre phénomène qui est peut-être même pire, c'est-à-dire que je vais céder au compromis. C'est-à-dire que j'ai passé du temps, ce n'est pas le résultat que je veux, mais je vais accepter le résultat tel qu'est tel, et je suis pas, j'ouvre la porte à ce que j'ai appelé la médiocrité. C'est un peu fort, mais c'est vraiment pour que vous reteniez cet aspect-là. Un autre élément, c'est les aspects éthiques et sécurité. Je pense que tout le monde en a entendu parler maintenant. Ne mettez pas n'importe quoi dans les modèles IA. Attention à vos données. C'est très, très important, puisque la plupart des données partent justement au niveau de l'apprentissage. Mais au niveau de l'éthique, ça pose énormément de questions aujourd'hui. Donc on l'a vu, il y a des biais. Ces biais peuvent être corrigés. C'est-à-dire on va contrebalancer le biais en mettant, comme un système de balance, en fait. Si l'IA part d'un bord, on va contrebalancer en mettant des données qui vont contrebalancer ce biais. Mais la question qu'on se pose maintenant, c'est l'éthique au niveau d'une organisation, qu'est-ce que c'est? Comment on le définit? Comment on garantit que les données qu'on utilise et qu'on génère sont faites de façon éthique? Et enfin, je pense la plus grosse question qui va tous nous préoccuper, qui est responsable de l'éthique dans l'organisation ou dans le projet? Comme je disais, on est capable de corriger les biais, mais qui les corrige? De quelle manière? Quelle est la ligne directrice? Et là, aujourd'hui, malheureusement, on n'a pas de réponse à ces questions. Enfin, dernière observation, qui va faire plaisir à tout le monde, je le pense, c'est que l'utilisation des outils IA, c'est l'ère des experts. C'est-à-dire que quand vous utilisez de l'IA dans un domaine qui n'est pas le vôtre, vous n'êtes pas capable de savoir si la réponse est bonne ou pas. Donc au final, vous êtes responsable de l'utilisation de l'IA dans votre domaine de compétences. Vous seul êtes capable de dire si le résultat est bon et de pouvoir l'appliquer. L'autre chose qui justement met en avant les experts, c'est que pour beaucoup de nouveaux utilisateurs de l'IA, c'est un peu comme de la magie. On fait des prompts, on a des résultats, ça nous fait avancer dans le projet. Dans les équipes dans lesquelles on a déployé ça sur des développeurs juniors, par exemple, on était vraiment... les développeurs se prenaient pour Harry Prompter. Il y avait de l'IA partout, ça générait dans tous les sens. Et le problème, c'est que il n'y avait pas de contrôle, il n'y avait pas de compréhension de ce qui se passait. Et un des effets de bord qu'on a vu, malgré leur gain de performance, c'est que les équipes juniors ont une courbe de gain d'expertise qui a tendance à se tasser. Parce que justement, ils génèrent du résultat, ça fonctionne, mais il n'y a pas de compréhension ni pas de recul sur ce qui se passe. Donc là, on est obligé de réintégrer en fait, des profils experts pour prendre un temps de recul et dire « Attends, est-ce que tu as compris ce que l'IA a fait? On va revoir ça ensemble pour justement gagner de l'expertise. » Puisqu'encore une fois, si on n'a plus d'experts, on ne peut plus utiliser de l'IA, en tout cas dans l'état actuel des choses. Donc, l'expert, c'est la clé de la réussite de l'intégration des outils IA qui vont contrebalancer justement les limitations et permettre de former et de sensibiliser les nouveaux arrivants. Alors, quelles sont les tactiques pour accélérer l'hyperagilité par l'IA? Donc, pareil, ça va nous faire plaisir, l'agilité est au service de l'adoption de l'IA. On voit que, à travers tout ce qu'on a pu présenter, les problématiques liées à l'IA, elles ont une réponse par la façon dont nos équipes agiles sont constituées. Donc au final, l'évolution de nos équipes va vers l'intégration des outils IA qui vont s'intégrer naturellement, si tant est, bien sûr, que les données soient maîtrisées. Et on peut anticiper un espèce de phénomène tache d'huile, où en fait nos équipes agiles, équipées avec des outils IA, vont progressivement se déployer au sein d'une organisation et ainsi favoriser l'adoption globale et générale des outils d'intelligence artificielle au niveau organisationnel. De même, l'IA nous condamne à adopter une culture d'agilité, par justement cette espèce de synergie qui existe entre les deux. Donc si vous n'avez pas une culture d'agilité dans votre société, il est temps de s'y intéresser, puisque clairement ça va être la clé du succès pour l'adoption des outils d'intelligence artificielle. Ça va passer forcément par des programmes de formation qui vont être personnalisés, de la requalification, puisque forcément, comme je disais, on va favoriser l'atteinte de l'expertise le plus rapidement possible pour nos équipes. Favoriser l'apprentissage par la pratique. Je pense que de l'IA, on pourra en parler pendant des heures, tant qu'on n'a pas été face justement au prompt
cette fameuse boîte où on ne sait pas forcément quoi taper, c'est des choses qui sont vraiment très, très formatrices. Donc développer l'expertise, je l'ai dit, c'est la clé. Et également, donc, on reprend les préceptes de l'hyperagilité, encourager l'expérimentation et l'innovation, créer des espaces dédiés, c'est des choses qu'on fait présentement à CGI. J'anime toutes les semaines des ateliers d'expérimentation en intelligence artificielle pour permettre justement à la fois l'utilisation pratique, la réflexion et trouver des nouveaux usages pour ces technologies. Et enfin, donc, célébrer les échecs instructifs, ça c'est clairement en réponse avec ce que je vous ai présenté, la gestion du compromis, essayer de casser ce phénomène-là en disant bah, ok, on a passé 1 heure à essayer de générer des choses, ça n'a pas fonctionné, quels sont les apprentissages qu'on en a tirés et grandissons tous ensemble. Enfin, adopter un leadership transformationnel, ça reste des choses relativement classiques, mais incarner le changement, encourager l'innovation. Je vous le disais, essayer de réduire les craintes et les préoccupations. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont préoccupés par la place que va prendre l'intelligence artificielle. Des gens ont peur pour leur métier, pour leur avenir. Vraiment, essayer de rassurer justement les utilisateurs sur l'utilisation de ces outils. En tout cas, aujourd'hui, il n'y a pas véritablement de crainte à avoir. Comme je disais, à partir du moment où on a la capacité de monter en expertise. Et encore une fois, le plus important pour l'adoption des outils IA et du succès dans nos équipes, c'est d'avoir une vision claire et commune de ce qu'est l'IA. Donc, comme je disais, essayer d'effacer tout ce qu'on a comme préjugés ou comme image mentale de ce qu'est l'IA et se focaliser ensemble sur le résultat qu'on vise. Si vous vous demandez ce que moi j'ai comme vision de l'IA, j'ai celle-ci. Donc, si vous avez la référence, je vous invite à venir me voir après, on pourra discuter. Et pour les autres, je vous remercie de m'avoir écouté pendant cette présentation et je reste disponible pour vous pour des questions, aussi bien maintenant que plus tard. Avons-nous des questions ? Bonjour. Merci pour la présentation très, très intéressante. Sincèrement, je n'ai pas été rassuré par, par 2027. C'est sûr qu'en ce moment, je comprends que l'IA a quelques balises de contrôle, mais en 2027, on voit qu'il y a des modèles qui vont devenir de plus en plus autonomes. Donc, quelle est la place de l'humain par rapport à ces modèles-là qui vont être plus autonomes? Donc, cette vision 2027, je ne sais pas pourquoi, mais je reste encore préoccupé. Donc, je ne sais pas si tu peux nous rassurer ou me rassurer. Oui, donc juste vous donner un peu du contexte. C'est vrai que depuis 2022, on a vu l'évolution des modèles progressivement, en fait. Donc l'état d'esprit, c'était de se dire, on a des modèles qui apprennent, eh ben, on va leur mettre de plus en plus de données dedans, et on va voir ce que ça donne. Et puis théoriquement, au bout d'un moment, on devrait arriver à cette fameuse intelligence générale. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'au final, les modèles d'intelligence artificielle fonctionnent un peu comme nos cerveaux à nous. C'est-à-dire, ce n'est pas parce qu'on met plus d'informations dedans qu'il va être forcément plus intelligent. Et c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire que plus on mettait d'informations, moins les modèles étaient performants. Donc aujourd'hui, on a une espèce de rebalancement de cette technique-là, en disant, au lieu de viser justement une entité omnisciente qui serait quasiment divine, hein, on n'est plus du tout sur cette approche-là. On est vraiment sur, comme je disais, des intelligences artificielles qui sont ultra spécialisées. C'est-à-dire, comme des humains, hein, typiquement, on va avoir des gens qui ont des domaines d'expertise, on va avoir des IA qui ont des domaines d'expertise. C'est pour ça que je parlais de couple AGI humain, c'est-à-dire qu'on aura un mentor qui va venir nous aider plutôt que prendre notre place, puisque jusqu'à présent, on n'a pas encore la preuve que l'intelligence artificielle est capable de générer, de créer de la valeur sans un humain. Donc on essaye de rester sur l'aspect un peu conservateur. Mais c'est ça. Il faut essayer d'oublier cette notion d'IA qu'on voit d'ailleurs souvent dans les films, hein, qui est complètement générale. On aura des méthodes qui sont complètement calquées avec ce qu'on fait aujourd'hui. D'ailleurs, dans les travaux qu'il y a actuellement, on s'amuse, entre guillemets, à essayer de mettre des IA en compétition. Ou en tout cas, essayer de mettre des IA de spécialités différentes ensemble, comme on ferait par exemple sur une activité d'idéation ou un meeting. Donc on va mettre une IA spécialisée en affaires, une IA spécialisée en TI, une IA spécialisée, une IA plutôt Scrum Master, et on va voir justement comment l'ensemble de ces entités-là fonctionnent
et on se rend compte que ça fonctionne sensiblement comme des humains. À la différence près que ce qu'elle génère aujourd'hui, ce n'est pas à la hauteur de ce qu'un humain pourrait faire, donc elle a besoin d'avoir un certain cadre. Donc, encore une fois, pour l'instant, on n'est pas remplaçable. C'est vraiment en complément de ce qu'on peut faire. Donc on vient vraiment chercher le gain de productivité. Juste pour donner un chiffre, Jeff Sutherland, donc, qui est le co-créateur de Scrum, a fait une sortie justement sur l'utilisation de l'IA au niveau de l'agilité. Et il estime que agilité plus intelligence artificielle, ça va être l'explosion, dans le sens où on va grandir en capacité de production. Et lui, il estime qu'on ferait un x30 d'ici 5 ans sur nos capacités de production. Alors, c'est très difficile à imaginer, mais on voit qu'il y a vraiment une prise de conscience de ce côté-là. Est-ce que ça vous rassure ou... Oui, c'est bon. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Est-ce que déjà vous avez compris à peu près tous les concepts? Parce qu'il y a vraiment eu beaucoup d'informations. J'espère que je vous ai pas perdu sur ces points-là. C'est un sujet passionnant, hein, donc n'hésitez pas si vous voulez continuer les conversations après. Non. Merci beaucoup, Guillaume Bressin. Merci pour cette excellente conférence. Je ne reviens pas qu'hier matin, on était tous ici pour commencer ces 2 jours et que là, c'est déjà le mot de clôture. Je voudrais d'abord vous remercier, vous tous, d'avoir été présents pour ces 2 journées d'Agile Tour. On est rendu qu'on a du contenu solide pour faire 2 journées complètes. On en a eu une expérience encore hier et aujourd'hui. Des personnes à remercier, évidemment, il y en a. Nos commanditaires qui nous ont permis de faire l'événement sur 2 jours encore cette année. Le conseil d'administration, toute l'équipe d'Agile Tour Québec a travaillé extrêmement fort encore depuis 1 an pour vous préparer ces 2 journées riches en contenu. Les bénévoles, extraordinaires, merci de votre travail pour nous supporter à chaque année. Toute l'équipe technique en audio-vidéo, merci de votre support, travail impeccable encore à nouveau cette année. Il y a un sondage satisfaction qui vous sera envoyé dans les prochains jours. S'il vous plaît, prenez le temps de le remplir. Nous, ça nous permet d'améliorer, d'amener le projet à un autre niveau d'année en année. Puis c'est en vous écoutant, puis en vous livrant ce que vous voulez qu'on fait grandir la communauté agile. Alors, super important de remplir le sondage, s'il vous plaît. On est aussi à la recherche de nouvelles personnes, de nouvelles idées pour nous aider à continuer d'améliorer le produit de l'Agile Tour. Donc, si vous avez de l'intérêt à vous impliquer ou partager des idées avec nous ou seulement nous donner des conseils, on est très, très ouvert. Seulement qu'à vous connecter sur notre site Agile Québec, il y a quelqu'un qui va vous répondre très, très rapidement. Alors, mon nom est Carl Labrie. C'est un véritable privilège pour moi d'animer pour une 8e année consécutive cette belle aventure de l'agilité ici à Québec. J'espère se revoir l'année prochaine. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci encore d'avoir été avec nous. À très bientôt.